petit aperçu des variables en PHP. Alors, au niveau de la syntaxe, c'est un tout petit peu différent de ce qu'on trouve en Java ou en C Sharp. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a un dollar devant le nom des variables. Donc, toutes les variables sont préfixées par un dollar. Ensuite, la syntaxe est la même qu'en Java ou en C Sharp, c'est-à-dire qu'on est en lower camel case, donc tout en minuscule, à l'exception des premières lettres des mots qui composent la variable, donc ils sont en majuscule. Bon, à l'exception également aussi du premier mot. Voilà, après, on évite d'utiliser les caractères spéciaux, voire même on s'abstient. Les chiffres, il faut le faire avec parcimonie, et n'oublions pas qu'il faut que nos noms de variables ont un sens, voilà, pour les gens qui vous lisent, et notamment les développeurs avec lesquels vous allez travailler. Deuxième chose, alors là ici on voit qu'on a donc un script écrit en PHP, donc là j'ai simplement débuté mon script donc par ce qui permet justement de délimiter un script PHP, donc le chevron point d'interrogation PHP, et j'ai la même chose à la fin, là, en sortie de fichier ici, où j'ai un point d'interrogation suivi d'un chevron. Alors, au sujet des commentaires, je fais une petite aparté. Hein, c'est comme en C Sharp ou en Java, deux slash, donc deux barres obliques pour des commentaires sur une ligne. Et si on veut un bloc de commentaires, slash étoile, le commentaire, donc le bloc de commentaires, et on termine par un étoile slash. Au niveau des variables, donc là on a un exemple d'utilisation. Donc en PHP, eh bien, comme on peut le voir, il n'y a pas de typage. Le typage est dit dynamique. En C Sharp, vous auriez préfixé ou en Java par int. Là, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'affectation, c'est-à-dire qu'au moment où la valeur 12 va être affectée dans la variable que j'ai nommée ici une variable entière, eh bien pour l'interpréteur PHP, eh bien vous aurez donc vous manipulerez une variable de type entière. Alors, donc de la même manière, ici, on a un autre exemple avec une variable qui comporte la valeur 15.26. Donc là, au moment de l'affectation, donc quand la valeur 15,26 va être affectée à une variable entière, alors cette variable sera considérée comme une variable de type float. Donc là, vous allez voir après, c'est exactement la même chose pour les autres types de variables. Donc là, j'ai mis une variable booléenne, donc je vais affecter la valeur true. Donc là, effectivement, elle est considérée comme variable booléenne. Ensuite, au niveau des chaînes de caractères. Alors là, tout ce qui est caractère ou chaîne de caractères, donc se déclare un peu comme en C Sharp ou en Java, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les doubles quotes ici et spécifier donc la valeur de type chaîne qui va être affectée à la variable. Donc ici, on a une variable qui s'appelle $prénom, et au moment de l'affectation, eh bien l'interpréteur PHP va considérer qu'il s'agit d'une chaîne. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris deux ou trois autres exemples hein, du même acabit. Alors, je vais simplement vous montrer quelque chose qui est un petit peu particulier à PHP ici. Je vais enlever les commentaires. Donc ici, j'ai déclaré une chaîne de caractères, donc une variable qui s'appelle une chaîne. Et dans cette chaîne de caractères, j'ai donc écrit bonjour. Et ici, on voit que je fais référence à quelque chose que j'ai appelé $prénom. Et le $prénom fait référence en fait à cette variable. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous déclarez une chaîne de caractères entre double quote et qu'à l'intérieur de cette chaîne de caractères, vous ajoutez le nom d'une variable, et bien pour l'interpréteur PHP, en fait, vous êtes en train d'insérer à l'intérieur d'une chaîne de caractères, et bien le contenu d'une autre chaîne, ou d'une autre chaîne, pardon, d'une autre variable. Donc ça peut être une chaîne de caractères ou une valeur numérique, hein, peu importe. Donc effectivement, la valeur de la variable prénom va se substituer effectivement à $prénom ici, et ça va donc remplacer la chaîne de caractères, ça va devenir bonjour Pierre. Si vous faites la même opération en utilisant des simples quotes, parce qu'on peut également manipuler des chaînes de caractères entre simples quotes, et bien là, le comportement est différent. Le $prénom qui est ici ne sera pas considéré comme une variable, mais comme une chaîne de caractères. Donc c'est deux possibilités qui s'offrent à vous. Vous verrez qu'il y a parfois des moments où on va plutôt utiliser les doubles quotes, ou au contraire, à d'autres moments, on utilisera les simples quotes. Voilà, donc là, si j'affiche ce que je viens de faire,
Voilà, donc là, normalement, alors j'ai utilisé la directive echo, hein, qui permet d'afficher le contenu d'une variable dans la sortie courante. Et rappelons que la sortie courante, dans le cadre de l'utilisation de PHP dans notre environnement web, là, avec la définition d'une page, et ben en fait, ça va insérer donc cette chaîne de caractères dans la page. Donc là, je vais lancer l'application. Voilà. Donc on voit ici qu'effectivement, il a bien affiché bonjour Pierre. Donc là, c'était dans le cas où j'utilisais une chaîne de caractères avec double quote. Par contre, ici, il a affiché le contenu de ce qu'il y avait écrit entre double quote sans interpréter la partie de l'art prénom. Voilà. Donc ça, c'était pour les chaînes de caractères. Donc c'est un peu particulier. Ensuite, les tableaux associatifs. Alors en PHP, ça va être très simple, puisqu'en réalité en PHP, nous avons qu'un seul type de tableau. Alors en C#, on se souvient qu'on avait par exemple des tableaux simples, mais également des collections. Là, c'est c'est beaucoup plus simple. On n'aura que des tableaux associatifs. Alors les tableaux associatifs, en Java, ça doit s'appeler map, H, ou htable, je me souviens plus exactement, à vérifier, mais ça vous trouverez ça sur le net. Et en C#, l'équivalent, ça doit être dictionary. C'est un type de collection particulier en C# qui s'appelle dictionary. Voilà, mais nous on appelle ça les tableaux associatifs. Alors, au niveau des tableaux associatifs, il y a deux manières de déclarer les tableaux. Voici la première méthode pour déclarer une variable de type tableau associatif. Donc encore une fois, le typage se fera à l'affectation. Donc pour déclarer un tableau associatif, vous pouvez utiliser les crochets. C'est une notation qui est utilisée aujourd'hui. Voilà. Donc ça permet de déclarer notre tableau et surtout de déclarer quels sont les enregistrements qui sont dans notre tableau associatif. Et je vous rappelle, chaque élément, chaque enregistrement, chaque entrée de votre tableau associatif est composé d'une clé et d'une valeur. Donc la clé ici, elle est à gauche. D'accord? Donc on voit ici fruit. La flèche qui précise que je vais faire référence à la valeur qui est associée à fruit, donc c'est pomme. D'accord? Deuxième entrée, donc je sépare par des virgules ici. Deuxième entrée, j'ai outils qui pointe vers masse. Alors première remarque ici, au niveau des clés, on peut avoir des clés qui sont soit numériques, c'est ce que j'ai fait ici avec deux, soit des clés qui sont alphanumériques. Au niveau des valeurs par contre, là vous pouvez avoir n'importe quel type de valeur. Des entiers, des réels, voilà, des booléens, des tableaux associatifs, hein, on peut avoir des tableaux de tableaux, ça arrive souvent. Et bien sûr, on trouvera aussi un élément qu'on verra un peu plus loin, ce sont les objets. Donc ça, on verra un petit peu plus tard. Mais globalement, vous pouvez mettre n'importe quel type de valeur dans les tableaux associatifs. Bon, là l'exemple est un peu particulier, hein. En règle générale, je vais l'enlever ici, en règle générale, on a des clés qui sont soit numériques, soit alphanumériques, mais les deux c'est extrêmement rare. Voilà. Et puis à mon avis, c'est pas conseillé. Donc ça, c'était la première méthode pour déclarer des tableaux. La seconde méthode, on verra après comment l'utiliser, hein, de manière assez simple et assez similaire à ce qu'on trouve dans les autres langages. Donc le tableau associatif, donc notre variable à tableau associatif, je peux le déclarer également de cette manière-là. Donc c'est à peu près la même chose, si ce n'est qu'ici je fais appel à une fonction. Là c'est une écriture un peu particulière du langage, hein, qui a été rajoutée dans les dernières versions. Ça c'est la version la plus ancienne avec array sous forme de fonction. Et après à l'intérieur c'est exactement la même chose, hein. Alors concernant l'affectation, c'est-à-dire l'accès en lecture ou en écriture à notre tableau, quelle que soit la syntaxe, là, je vais en enlever un des deux, hein, puisque c'est similaire. Si je veux affecter une nouvelle valeur à mon tableau associatif, eh bien je reprends le nom de mon tableau, voilà. Je vais utiliser quelque chose qu'on a déjà vu en C#, les crochets. Entre crochets, je vais spécifier le nom de la clé. Voilà, donc je vais rajouter par exemple objet. Voilà. Et pour lui préciser donc quelle valeur je vais associer à la clé objet de mon tableau associatif, je vais mettre par exemple des lunettes. Hop, avec un S, il doit y avoir plusieurs sûrement. Voilà, donc là en fait, quand je déclare mon tableau
bah, je le fais de cette manière-là ou de la deuxième méthode que j'ai montrée juste avant. Et pour ajouter des valeurs dans le tableau, eh ben, il suffit d'utiliser cette syntaxe-là, qui est à peu près similaire à celle qu'on avait en C#, hein, parce qu'en C#, on mettait ici une valeur numérique pour parler de l'indexation. Mais là, l'indexation, il y a une indexation interne, mais qu'on n'utilise jamais. L'indexation se fait par rapport aux clés ici. Et puis donc, voilà, on a associé les lettres. Si je veux afficher le contenu de cette variable, alors j'ai deux choix possibles. Si je veux afficher une valeur particulière, eh ben, il me suffit de faire référence à cette valeur. Je vais y arriver si je trouve les crochets, voilà. Donc là, par exemple, si je veux afficher la valeur associée à objet, bah, c'est simple. Je fais un écho en précisant que je veux afficher la valeur associée à la clé objet de mon tableau associatif. Voilà, donc ça, si je l'exécute, hop, eh bien on voit bien qu'il a bien affiché donc la valeur associée à la clé. Bah voilà, c'est à peu près tout pour le tableau associatif pour accéder en lecture, en écriture au tableau, donc ajouter ou supprimer des valeurs. Si par contre je veux parcourir mon tableau, ben là c'est très simple. Je vais le faire avec une structure itérative qui s'appelle for-each, voilà, qui est ici. La structure itérative for-each, bah voilà comment elle se présente. Alors il y a deux notations possibles, je vous la montrerai dans une autre vidéo, l'autre notation. Dans cette utilisation du for-each ici, en premier lieu, je précise le tableau que je souhaite parcourir. Derrière le mot-clé as, je vais trouver, alors j'ai deux notations là aussi possibles, soit je peux écrire tout simplement $value, et là ça veut dire que je vais parcourir toutes les valeurs du tableau sans tenir compte des clés. Voilà, je vous montre la syntaxe ici. Voilà, donc là j'enregistre. Donc là, ça voudrait dire que pour mon tableau associatif, pour toutes les valeurs de mon tableau associatif, je veux les afficher. Voilà, donc si j'actualise ici, il m'affiche bien pomme, masse et lunettes, qui sont les trois valeurs que l'on retrouve dans le tableau associatif. Si je veux également donc afficher les clés, et ben pas de souci, je rajoute ici, préfixé donc devant $value, le $key avec la flèche. Hein, ça se présente à peu près comme ça, hein, c'est la même notation hein, qu'on utilise dans le for-each. Et ça veut dire qu'à chaque tour de boucle, eh bien, il va prendre la clé du premier enregistrement, il va la mettre dans $key, la valeur du premier enregistrement, il va la mettre dans value, et ça vous donnera accès à chaque tour de boucle, à chaque couple clé-valeur. Donc là, si je retourne ici et que j'affiche ici, donc j'actualise, on voit bien que j'ai fruit qui est associé à pomme, outil qui est associé à masse, objet qui est associé à lunette, et ainsi de suite. Alors là, les deux notations sont utiles pour pouvoir parcourir des tableaux associatifs. Alors voilà pour l'utilisation des tableaux associatifs et donc de leur parcours. Bon, après, il y a peut-être deux ou trois petites choses qui m'échappent là, mais qu'on verra dans le détail dans d'autres TD et TP. Mais je pense qu'on a fait, on a vu le principal. Ensuite, autre chose ici, on a ce qu'on appelle des variables globales. Donc les variables globales, elles sont ici. Je vais les décommenter. Alors il est possible de déclarer des variables pas des variables globales, des constantes, c'est-à-dire des variables dont la valeur ne changera pas tout au long de l'exécution de notre script. Pour définir une variable globale constante, on utilise le mot-clé define, on affecte un nom à cette valeur, et on lui met aussi, bien sûr, on précise la valeur associée à ce nom. Alors il faut savoir que c'est une convention en PHP, le nom des constantes sont en majuscule. Et contrairement aux autres variables, elles ne sont pas préfixées par un $. Voilà, c'est une exception à PHP. Et enfin, et pour finir, et on aura déjà parcouru un ensemble de... On a parcouru, on va dire, les principaux éléments concernant les variables. Mais il y en a une dernière qu'on va utiliser beaucoup également. Par contre, c'est les variables globales prédéfinies. Et les variables globales prédéfinies, alors je vais me mettre ici. Là,
elle commence par un dollar et un underscore. Et là, on voit toutes les variables globales qui sont proposées par l'environnement PHP. On a $cookie, donc cette variable fait référence aux cookies qu'on manipule voilà, dans notre environnement. $env, c'est toutes les variables d'environnement voilà, qu'on peut à la fois utiliser, mais je pense qu'on doit pouvoir aussi en définir quelques valeurs. $files, donc ça fait référence de mémoire aux fichiers notamment on upload des données via un formulaire. $get, $post, $request, ça on le verra un peu plus tard, mais ça c'est extrêmement utilisé puisque ça fait référence aux données qui sont transmises d'un client navigateur vers un serveur. Donc il y a plusieurs possibilités pour envoyer ces données-là, donc soit via les URL, soit via des formulaires. Et $request, en fait, c'est le contenu de $get plus $post. Voilà. Enfin, les deux dernières, $server. Donc là, je vais vous afficher le contenu de $_server. On a toutes les valeurs associées à notre environnement d'exécution au niveau du serveur. Et $session, ça, on le verra également, c'est très très important, c'est pour stocker de manière pérenne les données tout au long de l'échange entre un client et un serveur. Bon, ça, on y reviendra. En tout cas, ici, dans mon exemple, je fais un var_dump de $server. Alors le var_dump, j'en ai peut-être pas encore parlé. Si c'est pas le cas, petit rappel. Le var_dump, c'est une fonction qui va nous permettre d'afficher le contenu d'une variable, mais qui en plus nous affiche d'autres informations, comme on va le voir ici. Voilà, je vais actualiser. Donc là, on a le type de valeur, de variable. On a la taille de la variable, donc elle contient 40, il y a 40 rentrées dans ce tableau associatif. L'instruction qui concerne ce var_dump, elle a été exécutée ligne 59 depuis le fichier index.php qui est situé à cet emplacement-là. Alors dans la variable de la serveur qu'on vient d'afficher ici, on voit qu'on a un ensemble d'informations voilà, qui concerne à la fois le serveur et puis aussi les informations du client qui a envoyé la requête. Donc le Chrome ici, le Google Chrome, bah, c'est mon navigateur que j'ai utilisé pour envoyer une requête au serveur. Le nom de l'host, bah, c'est localhost, on le voit ici d'ailleurs. Et puis on a tout un tas d'autres types d'informations. Voilà, alors on voit même le type de serveur web qui est utilisé, donc c'est le service Apache. L'adresse du serveur, le port, etc., etc. Donc ça, c'est pas des informations, bien évidemment, qu'on montre à l'utilisateur. On n'affiche pas tout ça parce que sinon, bah, finalement, c'est des informations qui pourraient lui être utiles si vous voulez notamment commettre des actes malveillants sur le serveur. Voilà, mais en tout cas, ces variables-là sont à la disposition des développeurs et sont fort utiles. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les variables. Après, il y a deux ou trois petites choses à ajouter, mais ça, vous pouvez consulter la documentation sur PHP Net.